Salut les curieux, les curieuses. Salut tout le monde. Bon, c'est un peu moins drôle, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est difficile d'aborder la Deuxième Guerre mondiale au Havre aujourd'hui sans aborder les bombardements et la reconstruction qui s'en est suivie. Mais les bombardements, qu'est-ce qu'on en sait exactement? On n'a pas trop d'informations là-dessus, si? Des bombardements, si, on a quand même pas mal de documents. Mais il nous manque ce document qui pourrait nous expliquer le pourquoi, en fait. On sait combien de bombes, on sait quel type d'appareil, mais pourquoi ça, on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'imaginer le quotidien des Havrais à cette époque. Qu'est-ce qu'ont bien pu vivre nos aînés à cette période vraiment troublée, en fait. Mais comment on peut le savoir tout ça? Parce que déjà, les années 80, ça me paraît très loin, alors les années 40, voilà. Comment on peut faire pour avoir un aperçu du quotidien des Havrais à cette époque-là? Eh bien, écoute, pour avoir un aperçu un peu de cette période difficile, il reste ça et là, au Havre, quelques vestiges. Il reste aussi, et surtout, des témoins avec qui on peut échanger, dialoguer, discuter. Et donc nous, on est allé à la rencontre, tu le sais bien, de ces témoins, et on est allé à la découverte de ces vestiges. Voilà. Est-ce que tu connais l'abri chirurgical Flaubert, du coup? Non, vas-y, je t'en prie, raconte. Mais si, voyons, nous l'avons visité tous les deux. Voilà. Bon, l'abri chirurgical Flaubert, c'est un abri qui a été construit dans les années 40 et qui fait partie d'un ensemble de 5 abris. Je crois que tu vas un petit peu vite là. Peut-être. Ouais, générique. Pourquoi aimons-nous notre ville? Pourquoi est-ce si difficile de partir, de la quitter pour un autre foyer? Peut-être est-ce justement parce qu'elle est notre foyer, notre abri, notre port d'attache. Elle est le rocher auquel nous pouvons nous amarrer lorsque la vie nous bouscule à grandes vagues de tumulte et de fracas. Le Havre porte son nom à merveille, avec justesse. À la condition que vous l'aimiez, la ville vous ouvrira ses bras. Protectrice, gardienne du marin, du voyageur, et des autres aussi. Au siècle dernier, les corbeaux de la guerre sont venus tourmenter les paisibles goélands. Pauvres oiseaux du littoral, victimes de la colère des uns et de la cruauté des autres. Il leur aura fallu trouver refuge. Un havre dans le Havre. Les Allemands sont au Havre. La ville est largement occupée depuis 1940. Le Havre devient une place militaire et navale importante dans le dispositif défensif allemand. C'est une véritable forteresse qui s'est construite au Havre. Casemates, bunkers, canons, abris. La ville gagne vite la réputation d'imprenable. Si les militaires sont bien en place et omniprésents dans la cité, qu'en est-il des civils, des Havrais? Eh bien, si une partie d'entre eux ont quitté la ville dans des conditions souvent désastreuses... Tu penses à la tragédie du Niobé, c'est ça? Complètement, une véritable tragédie. Tu sais 2 ou 3 petites choses sur ce drame? Tu sais, loin d'être un expert, je sais qu'il y a une excellente page Facebook
un groupe qui réunit de nombreuses informations sur ce sujet. Mais enfin bon, je connais surtout le naufrage dramatique qui a marqué les esprits de tous les Havrais. C'est un drame assez représentatif de l'exode de la guerre, je pense. Après l'évacuation de Dunkerque, de nombreux navires se sont retrouvés pris pour cible par les redoutables Stukas allemands. Les bateaux qui sont arrivés en rade du Havre se sont aussi vus prendre d'assaut par les Havrais fuyant la guerre. Encore aujourd'hui, on est hanté par ces fantômes. Le 11 juin, c'est l'enfer au Havre et aux abords de la ville. Le Piriapolis, le général Metzinger, l'Albertville, le Syrie et le Niobé sont coulés. Une bombe tombera exactement dans la cale du Niobé. Même si le pont du navire était rempli de Havrais migrants fuyant la guerre, il restait encore 800 tonnes de munitions, probablement de Cherbourg, dans la cale. Le Niobé sombre, emportant avec lui 800 passagers. Il n'y aura que 11 survivants. Les tragédies sont légion au Havre. Pendant 62 ans, on n'a pas su placer l'épave du Niobé. Pendant 62 ans, on l'a imaginé vers Ouistreham ou encore Antifer, voire au Cap de la Hève. Revenons à notre Havre occupé. Il est occupé par les uns et bombardé par les autres. De manière générale, les Alliés visent les installations portuaires pour paralyser l'économie et pour se protéger d'un éventuel débarquement en Angleterre. Ce fameux débarquement envisagé par Hitler, l'opération Lion de mer, c'est ça? Exactement. Le Havre sera la cible de plus de 130 bombardements durant cette guerre. C'est énorme. Si l'occupant est le premier visé, ceux qui en payent le prix le plus élevé restent les civils. C'est pour cela que la défense passive... Attends, Clésius, va pas trop vite, c'est quoi la défense passive? Écoute, je pense que le mieux, c'est de demander à un passionné du sujet, Pierre Bucourt, alias T-Pierre. Il va nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette formidable organisation. Salut Pierre. Salut Max. Donc, toi, tu connais pas mal la défense passive au Havre. Donc, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, tu as ramené quelques documents, donc on va jeter un œil. La défense passive, c'est quoi? Ça marche comment? Alors, la défense passive, c'est un organisme civil. En fait, on doit sa naissance à la Première Guerre mondiale. Et en fait, instinctivement, la population parisienne va se mettre dans les stations de métro. Et c'est de là réellement que va naître les bases de la défense passive. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la population se met dans les stations de métro, il commence à y avoir une organisation. C'est à ce moment-là que les premières affiches abris vont être mises en place. C'est à ce moment-là aussi que les sirènes d'alerte vont apparaître. La défense passive a 3 rôles. C'est de mettre à l'abri la population en l'alertant. Le deuxième rôle, c'est de la protéger en la mettant à l'abri. Et la troisième chose, c'est de la secourir avec les opérations de sauvetage et aussi de les soigner. Le plan A, en fait, ça concerne des petits bombardements. S'il y avait moins de 100 victimes et si les bombardements étaient peu conséquents et pas trop graves. Donc là, c'est le plan A qui se met en route. Ça concerne principalement les permanents de la défense passive. Si le plan B se met en route, c'est-à-dire de grands bombardements ou de plus de 100 victimes, ça concerne tous les services de défense passive, la défense passive, donc la Croix-Rouge française, les équipes nationaux, et que chacun retrouve son poste, c'est d'aller chercher la population où elle se trouve, mettre dans les abris forcément, et surtout aller secourir la population qui serait touchée par les bombardements, et en les amenant dans les différents abris chirurgicaux. Donc il y en a 5 de prévus. Il y en a 2 qui vont être réquisitionnés par les Allemands, ça sera l'abri Soccans et le Montjoly. Alors c'est le docteur Coty, lui, qui est en charge de la répartition du corps médical. Le corps médical qui est celui de l'hôpital général, qui est bien sûr l'hôpital principal du Havre, mais auquel viennent s'ajouter les infirmières et les religieux et religieuses surtout, qui viennent également conforter, renforcer ces effectifs, puisque les religieuses sont parfois également infirmières et elles auront un rôle très important dans le soutien moral, surtout aux blessés, apporté aux blessés en septembre 1944. Mais il y avait aussi un manque de personnel. Il ne faut pas oublier que la majorité des Français, enfin des Havrais, étaient partis, donc il n'y avait plus beaucoup de monde sur place. Alors pour avoir des aides, ce n'était pas toujours facile. Et en amont, encore sur le terrain, vont être mis en œuvre des postes de secours,
qui eux sont des postes de première urgence, on va dire. C'est de là où partent bien souvent les équipiers, on reviendra dessus, ceux qui vont chercher les blessés dans les décombres. Et, et ces postes de secours sont munis de pactages, de pansements, qui permettent de prodiguer les premiers soins ou de traiter les premières blessures. Le matériel, on prenait ce qu'on avait sous la main, une planche, une porte qu'on démontait pour mettre un blessé quand il était grièvement blessé. Sinon, on l'accompagnait, on partait à deux, on le soutenait, on le conduisait là-bas. On faisait avec ce qu'on avait sous la main. Pour la partie défense passive, par la partie, j'allais dire, recherche des victimes, eh bien, il y a plusieurs équipes qui se sont donc organisées au Havre, des équipes de secouristes qui sont formées, comme on peut le faire, entre guillemets, parfois même sur le tas, puisque les équipes de secouristes du Havre sont allées notamment aider et prêter leur main forte aux victimes des bombardements d'avril 1944 à Rouen. Et c'est là où ils ont été bien sûr confrontés au premier gros bombardement. Alors là, le document qui a été trouvé récemment est très intéressant parce qu'il indique l'ancienne rue Maréchal Gallieni où se trouvait le QG des équipes nationaux avant qu'il soit transféré à l'abri Guillaume Tell, qui sera détruit le 5 septembre 1944 avec près d'une dizaine d'équipiers qui trouveront la mort en accomplissant leur devoir. Il est très intéressant ce document. Et d'ailleurs, il est signé Chantrel, Jacques Chantrel, c'était un équipier, et il a notamment témoigné sur le Havre d'Édith-Florentin, le Havre à feu et à sang 1944. Et donc ces jeunes qui s'engagent, qui ont 16-17 ans, eh bien, pour la plupart, vont être répartis dans les différents postes de secours. On trouve bien sûr des gens de la défense passive, de la Croix-Rouge, des équipes d'entraide, les équipes nationales et diverses associations, on pourrait dire à l'heure actuelle, qui viennent se greffer à tout cet ensemble pour pouvoir aller, eux, chercher les victimes, les ramener et bien sûr les apporter dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent être pris en charge. En 1944, c'est une dizaine de secteurs entre Le Havre et les agglomérations autour. Et chaque secteur, donc, il y avait un poste de commandement, un poste sanitaire avec abri chirurgical, et aussi, et chaque secteur était indépendant. D'accord. C'est le fameux document était autonome. C'est le fameux document que tu m'as montré dans le livre. Ouais, entre autres, ouais, avec les différents secteurs. Ouais. Tant qu'on y est, c'est l'occasion de le ressortir. Hop. Je ne sais pas si ça va être visible là ou ici. Voilà, les fameux différents secteurs. Voilà, donc tu vois, t'as le secteur du Havre et tous les secteurs autour. Le fameux plan B, donc les secteurs, c'est dépendent du plan B. Voilà, donc, mais il y avait des secteurs, bien évidemment, dès le début du conflit, parce que la défense passive était répartie par secteur, et par secteur, il y avait des îlots. Puis les îlots, il y avait les regroupements d'immeubles, avec donc le chef de secteur, chef d'îlot, et pour certains, chef d'abri. Voilà. C'était vraiment pyramidal, quoi. Moi, j'avais le secteur du rond-point. Secteur du rond-point. Oui. Secteur du rond-point, donc ça allait à partir du rond-point, et puis ça allait en direction de la Plastière. Voilà, et puis on était séparés par petits groupes, donc on se contactait. On savait toujours que quand il y avait un bombardement, il fallait qu'on se retrouve à tel endroit. Donc on se retrouvait. Après, quand nous, on n'avait rien dans notre secteur, on filait dans le secteur où il y avait quelque chose. Et on se mettait à la disposition du responsable de ce secteur-là. Il y a un organigramme dans la défense passive avec différents services. Le chef de l'État va demander à des préfets, puis à des mairies, de trouver, de former ce qui va être les membres de la défense passive. Il va y avoir deux sortes de membres. Il va y avoir les membres permanents, c'est-à-dire ceux qui seront tout le temps dans la défense passive, et les temporaires, ce qu'on appelle aussi les vacataires. Et donc il y a différents services. Donc là on peut voir, on a du service de sécurité, service de police, service incendie, service des abris. Chaque service a son propre commandement et tout ça se met en route à partir du moment où il y a une alerte. Voilà un petit peu comment est organisé en termes de moyens, je veux dire, d'infrastructures,
le plan, ce qu'on appelle le plan B, qui sera pleinement en œuvre en septembre 1944 lors des bombardements, bien sûr, avant la libération du Havre. Et concrètement, les infrastructures dont la défense passive bénéficiait, on était sur des structures assez solides, assez légères, c'était quoi en fait? Alors, au début, notamment au Havre, ça va être des tranchées. Ces tranchées étaient des tranchées toutes simples, parfois couvertes de plaques en béton ou de planches de bois et recouvertes de terre, mais en tout cas, elles ne suffisaient évidemment pas à abriter la population en cas de bombardement important. Si une bombe devait tomber très proche ou dans l'abri ou dans la tranchée n'existait plus. Et donc on s'en rend compte assez vite, on le sait même, mais on manque de moyens et les abris viendront plus tard. Après, il y aura ce qu'on appelle les caves abris, qui sont généralement sous les immeubles. Et donc là, c'est la population des immeubles qui bénéficie des caves abris. Et dès qu'il y a une alerte, en fait, ils vont se rendre dans les caves pour s'y mettre à l'abri. Il peut y avoir aussi les gens qui habitent proximité de ces caves. Et là, dans les caves d'immeubles, il n'est pas rare de trouver des affiches marquant avec une flèche là où se trouve l'abri, avec le nombre de places. Et il y a aussi un autre type d'abri, l'abri public. L'abri public, en fait, ça va être si on est surpris par un bombardement et qu'on est loin de sa cave, la population a la possibilité de se mettre dans ces abris-là, mais qui sont malheureusement assez limités en place. Celui que je me rappelle, parce que c'est le premier qu'on a déblayé, c'est l'abri qui se trouvait auprès des douanes. Voilà, cet abri-là. C'est le premier où on a ouvert. C'est là que j'ai eu le baptême de savoir ce que c'était que des gens décédés. Et en fait, quand on a déblayé cet abri, quand on est rentré dans l'abri, puisque la bombe elle est tombée à l'entrée, c'était une petite bombe, on avait l'impression que tous les gens dormaient à l'intérieur. Et en fait, c'est parce qu'il paraît qu'ils ont eu le cœur éclaté par le souffle. Donc, si vous voulez, ça a été mon baptême. J'avais jamais vu quelqu'un de mort. Et là, il y avait des enfants. Il y avait des familles complètes. Hein. Je crois qu'il y en a, je me souviens plus très bien, puisque c'était tout au début. Je vous dis, c'était mon baptême. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes quand même dans l'abri. Mais c'était ces fameux abris, en fait, qui ne protégeaient pas. Ils protégeaient, oui, des éclats de bombes. Effectivement, donc à partir de 1942, la défense passive va être organisée autrement. C'est-à-dire que la première chose qui va être faite, c'est un plan de construction d'abris chirurgicaux, avec 3 centres chirurgicaux principaux. On conservera le centre Mazeline, enfin l'abri Mazeline. On va construire un abri chirurgical ici dans l'hôpital général et on va en construire un deuxième dans le bois Caudy. C'est un bois qui est situé à l'est du Havre de manière à pouvoir répartir le tri et le traitement des blessés aux différents endroits de la ville. À savoir que le bois Caudy et l'abri chirurgical de l'hôpital général sont construits tous les deux et creusés dans la falaise. Vont être construits des abris secondaires, un à Saint-Vic notamment, un autre à Sainte-Adresse, de manière à pouvoir, en amont du transfert des blessés, des gros blessés ici ou au bois Caudy, à faire un espèce de tri, entre guillemets, ou alors un pré-traitement, on va dire, de ces blessés, et de commencer à les soigner. Et donc, notre abri chirurgical dans tout ça? Alors, l'abri chirurgical et les abris chirurgicaux au Havre, en fait, le Havre est constamment bombardé depuis 1940. Il y a eu 2 faits majeurs qui se déroulent en Seine-Maritime entre 40 et 42. Ça va être le raid de Bruneval et le raid de Dieppe. Notamment le raid de Dieppe, pourquoi? Parce qu'il y a eu environ 50 civils qui sont morts pendant le raid de Dieppe. Donc on se rend compte que s'il y a une opération militaire, que la population n'est pas du tout à l'abri. Et donc la municipalité, avec le docteur Coty qui s'occupe des services sanitaires de la défense passive, avec le commandant Abadi, directeur de la défense passive au Havre,
vont mettre en place un plan si jamais Le Havre devenait un secteur avec des opérations militaires. Et ce plan est basé, est concentré sur l'hôpital général dans lequel nous sommes, qui est effectivement doté de salles d'opération, même si elles le sont utilisées, elles sont réquisitionnées par l'armée allemande, l'hôpital a quand même encore son rôle. Et pour la nuit, eh bien, il y a un hôpital secondaire qui est en fin de compte un hôpital qui a été construit par les usines Maslin. Donc les usines Maslin, elles existaient bien sûr avant-guerre et actuellement elles existent encore puisqu'elles s'appellent Dresser, donc boulevard Winston Churchill. Et ces usines Maslin se sont dotées d'un abri construit en béton avant-guerre pour protéger bien sûr son personnel. Et c'est dans cet abri en béton qui est à l'époque le plus sûr que la défense passive va organiser son poste de secours principal et de soins chirurgicaux principal pour y assurer le traitement et les opérations des blessés la nuit, puisque le jour c'est l'hôpital général et la nuit eh bien, le relais est pris par le centre de tri et de soins et de traitement chirurgical dans Maslin. Les témoignages que j'ai eus sur ceux qui ont connu les abris, tout le monde m'a dit qu'il y avait un silence de mort pendant les bombardements. Et il y a même une personne qui m'a dit, quand elle entendait les bombes tomber, « Ah bah celle-là elle n'est pas pour nous, celle-là elle n'est pas pour nous », à chaque fois qu'il répétait ce genre de choses. Alors effectivement la population pouvait être très serrée, il y avait un nombre de places qui était très souvent déplacé, ça dépend aussi de l'influence de la population au moment de l'alerte. Mais l'ambiance dans les abris, c'était plutôt calme et puis tout le monde attendait qu'une chose, c'était d'en sortir en espérant qu'une bombe ne tombe pas directement sur l'abri. Bon, je commence à y voir un peu plus clair. En fait, Le Havre à cette époque est parsemé de petits abris et de tranchées, le tout régi par l'organisation d'une mécanique administrative et sanitaire bien huilée. Et attends, je crois que ce n'est que le début. Donc l'abri que vous allez découvrir aujourd'hui est actuellement le seul accessible de tous les hôpitaux chirurgicaux qui ont été construits lors de la Seconde Guerre mondiale au Havre. Il est ouvert dans le cadre des Journées du patrimoine chaque année et également lors de visites pendant la saison estivale Ville d'Art et d'Histoire, de manière à faire découvrir cet abri chirurgical, la défense passive au Havre et également toute cette histoire tragique qui a marqué le Havre en septembre 1944 au grand public. Ce sont les entreprises Grieux et Colboc qui démarrent le chantier de percement, pelle, pioche, marteau-piqueur, comme ils le font aussi également pour l'autre abri et au tunnel génère, même si ce n'est pas eux qui travaillent, mais en tout cas ce sont les mêmes moyens qui sont utilisés. On n'a pas de gros moyens matériels, j'insiste parce que c'est un travail colossal qui a été fait, puisque les moyens étaient très faibles. Construit très rapidement et il a été opérationnel peu de temps, 48 heures à peine, avant les grands bombardements du début de septembre du Havre. Tous ces abris sont construits dans la falaise. En 1944, certains ne sont pas achevés. Et pour les parties qui le sont, qui sont terminées, eh bien, la défense passive a dû utiliser des moyens, des briques, des briques de récupération notamment, des pavillons ou des maisons déjà sinistrées pour maçonner à l'intérieur, et c'est le cas ici à l'abri chirurgical. Vous retrouverez des briques jaunes et des briques rouges qui ont été récupérées dans les gravats pour pouvoir remaçonner l'intérieur. Il y a très peu de béton utilisé puisque bien sûr les Allemands utilisent en masse le béton pour la construction de leur bunker. Cet abri chirurgical a été donc construit par la défense passive française et c'est le prototype même de l'hôpital chirurgical souterrain, puisque nous avons ici une petite colline au-dessus de la tête. Et c'est à mon avis, et à ma connaissance, un des derniers survivants des hôpitaux de la défense passive, construits sur les plans de la défense passive.
Alors l'abri chirurgical de l'hôpital général, il est construit sur le même principe que celui donc, du Bois-Caudy. Ce sont 2 galeries qui permettent d'accéder à l'intérieur de l'ouvrage, 2 galeries creusées, donc 2 boyaux on pourrait dire, dans la craie, et qui une fois arrivé à une certaine profondeur, on est à peu près à 12 mètres sous la craie, et bien s'ouvrent ces 2 galeries sur une galerie plus importante, plus large, après 2 chicanes anti-souffle, puisque là aussi on a imaginé, et à juste titre, que le souffle des bombes, d'une bombe, en tout cas tombant devant la porte, pourrait rentrer dans l'abri et endommager notamment les tympans des personnes qui sont à l'intérieur par la compression de l'air. Donc ce sas est destiné à casser le souffle du bombe. Et une fois qu'on est à l'intérieur de la galerie principale, eh bien, on a plusieurs salles qui sont réparties avec chacune d'elles une fonction particulière. Alors en fait, dans un premier temps, les blessés étaient à l'entrée qui est juste là. Il y avait un médecin qui sortait et qui validait les cas les plus urgents, c'est-à-dire les blessés les plus graves. Uniquement les blessés les plus graves rentraient à l'intérieur de l'abri pour être nettoyés et ensuite soignés. Donc là, nous sommes à l'entrée de l'abri et vous pouvez voir la chicane, elle a été conçue pour étudier, pour qu'un brancard puisse y passer. Donc vous voyez qu'en manœuvre, ça suit le brancard. Ensuite, nous sommes dans la première salle, qui est la salle à la fois de réchauffement et de déchocage. Cette salle-là était, dans un premier temps, avant que les blessés aillent dans les autres salles pour faire soigner, les blessés venaient ici, ils étaient réchauffés, parce que la plupart du temps, ils sortaient des décombres. Donc, ils étaient réchauffés, soignés, et puis nettoyés. Donc les infirmières qu'on voit là sont en train de... Dans un premier temps, ils ont mis une couverture pour le réchauffer. Ils sont en train de le nettoyer. Et ensuite, il va passer dans les salles d'à côté pour soit être opéré ou être soigné. Une fois que le blessé est sorti de la tisanerie, c'est-à-dire en fait de la place de la salle où on l'a nettoyé, où on a pris son nom, où on a réconforté et réchauffé, il est bien sûr mis dans les lits. On lui fait d'emblée un sérum antitétanique et un sérum antigangréneux. Et on lui fera passer juste après une radiographie, en fait une radioscopie à la recherche de débris métalliques, car il fallait que bien sûr le chirurgien soit au courant de l'existence ou de l'absence de débris métalliques avant d'intervenir chirurgicalement. Grâce à ce sérum antigangréneux, il n'y a eu qu'un seul cas de gangrène, longtemps, 3 jours après l'hospitalisation, ce qui est quand même une réussite vu les conditions où les blessés ont été retrouvés et amenés dans cet abri chirurgical qui a fonctionné pendant donc les bombardements du début septembre 1944 avec 700 blessés qui sont passés ici et avec des succès quand même importants vu les tableaux cliniques présentés et j'insiste encore une fois avec toute la technique de l'époque, que ce soit en guerre ou non en guerre, mais de la technique médicale et chirurgicale dans les années 40. Alors les abris chirurgicaux au Havre étaient soit raccordés au système électrique municipal, enfin global, c'était le cas le plus fréquent. C'est également le cas ici, en tout cas à l'abri chirurgical de l'hôpital. Mais il y avait une alimentation électrique de secours secondaire, ce qui est basé sur un groupe électrogène qu'on a ici derrière nous. Ce groupe électrogène lui-même est composé de plusieurs éléments. Il y a la partie moteur qui entraîne une grosse génératrice et cette génératrice fournissait le courant pour l'abri, alors pour les parties les plus consommatrices en électricité, à savoir donc tout ce qui était appareil de radio destiné à déceler les éclats et puis également l'éclairage.
il y a une génératrice de secours secondaire qui est un peu plus petite, et c'est ce qui explique ces refroidisseurs que vous avez derrière qui permettaient de, bien sûr, refroidir l'ensemble huile moteur. Ce sont des refroidisseurs d'ailleurs de voitures qui ont été récupérés, des moteurs Césaire qui ont été récupérés et installés. Et ce petit détail nous rappelle qu'en fait, eh bien, la défense passive a dû recourir à des systèmes D, on pourrait dire aujourd'hui, pour se débrouiller de la pénurie de matériel. Et lorsque l'électricité était produite, eh bien, il y a ce tableau de répartition électrique derrière qui, bien sûr, est destiné à desservir les différentes salles de l'abri chirurgical. Donc un système normal, dit normal, donc raccordement sur le réseau extérieur, et un système dit de secours. C'est la raison pour laquelle on a deux séries de câbles au plafond qui donc desservent la totalité de l'abri, des gros câbles et des câbles de section plus petite, donc pour la partie électrique de secours. Si ce groupe électrogène lui-même tombait en panne, il y avait une série d'accus qui permettaient d'avoir une autonomie de quelques heures. Enfin, si ces accus tombaient en panne, il y avait en dernier des lampes à acétylène. Mes pauvres confrères chirurgiens qui travaillaient en salle d'op avec l'éclairage de lampes à acétylène devaient passer un très très mauvais moment. La partie ventilation se fait naturellement, on n'a pas d'aérateur ou de groupe qui était destiné à amener de l'air frais. La ventilation se fait tout simplement par la ventilation naturelle. On a deux entrées, donc deux couloirs, une chambre après les deux sas anti-souffle, eh bien on a ce grand couloir qui est en communication directe avec la cheminée de ventilation et de sortie des gaz d'échappement du groupe électrogène, et c'est cette cheminée dite de secours qui permettait d'assurer le renouvellement de l'air, la ventilation de l'air. Il y a également une cuve à eau de 5 mètres cubes d'eau. Cette cuve à eau était raccordée sur le réseau d'eau de l'hôpital, puisque l'hôpital lui-même était raccordé à une source qu'on appelle la source Locard. Donc c'est une source qui est une source émergente au niveau de la falaise, dont une partie était piquée, entre guillemets, raccordée sur une grosse cuve de l'hôpital, et l'hôpital donc desservait par le biais de cette grosse cuve tous ces bâtiments, mais également l'abri chirurgical, à l'intérieur duquel il y avait une réserve d'eau de 5 mètres cubes pour pouvoir subvenir aux besoins primaires, à savoir nettoyage des mains, bien sûr, hein, laver les plaies, et puis également alimenter l'autoclave en eau pour la vapeur d'eau qui est produite pour la stérilisation des ustensiles. À partir du 5 septembre, bien sûr qu'il y a eu des coupures d'eau énormes sur la ville, plutôt sur le centre-ville. L'hôpital général, si mes souvenirs sont bons, a été touché, mais il y avait toujours cette source Locard dont c'était assez difficile de s'en servir parce que cette source, elle n'était pas traitée, donc elle était considérée comme impropre à la distribution. Alors ensuite, comment était aménagé l'intérieur de l'hôpital, de l'abri en tout cas chirurgical? J'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Chaque salle avait sa fonction propre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le couloir est vide de tout meuble, puisqu'on a bien sûr, pour des raisons de sécurité, interdiction de mettre et entreposer, lorsqu'on fait des visites publiques, du matériel dans le couloir principal. Mais il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, il y avait une série de chalits. Des chalits, ce sont des lits en bois, superposés sur 3 niveaux, et ces chalits étaient répartis de chaque côté de la galerie principale. Donc il faut vous imaginer à l'époque d'abord un éclairage beaucoup plus modeste que celui dont on dispose aujourd'hui, qui est un éclairage très puissant, encore une fois pour des raisons de sécurité et de visite du public, et surtout un couloir relativement étroit entre les chalits. Et là aussi, il faut se remettre dans le contexte avec des personnes dans un couloir encombré de lits et de gens qui viennent aider, soigner, voilà. Il faut pouvoir passer, bien sûr, puisque le fonctionnement de l'ouvrage est basé sur un principe fondamental. Il y a 75 lits à disposition dans l'abri, mais ces lits ne peuvent pas être évidemment occupés en permanence, et les blessés sont amenés, sont traités, soignés, déshabillés, on l'a déjà parlé, mais une fois qu'ils sont opérés, ils ne restent pas ici, sauf évidemment pour les cas les plus importants.
Ils doivent rester, mais sinon les blessés sont amenés à être acheminés à l'extérieur, dans les bâtiments de l'hôpital, qui sont encore vacants, pour pouvoir assurer la convalescence. Donc c'est un lieu également ici, entre guillemets, de passage, ou en tout cas de semi-passage. Il n'y a pas de... c'est pas un hôpital où on y reste 3 mois. Donc c'est uniquement un lieu de passage destiné aux soins d'urgence. Toutes les interventions de fractures ouvertes ou fermées étaient réalisées ici, avec anesthésie générale, avec repérage radiologique. Repérage radiologique qui servait également à rechercher dès l'entrée des blessés si ceux-ci comportaient dans le corps des débris métalliques, de balles ou d'obus ou que sais-je, des débris métalliques, ce qui permettait un meilleur repérage et une extraction plus facile pour le chirurgien. Des trépanations ont été réalisées dans cet abri chirurgical, il y en a eu 10. Malheureusement, sur les 10 trépanés, il y en a eu 8 qui sont décédés, mais qui sont décédés non pas par un manque de puissance chirurgicale, mais parce que les cas étaient désespérés. À l'époque, l'anesthésie était donnée, bien entendu, au masque de Lambrodane, qui était un masque qui utilisait l'éther, même masque que celui qui était utilisé à l'hôpital général, puisque je vous ai dit que les moyens étaient strictement identiques. Les blessés étaient mis en condition, opérés dans la salle d'opération du centre, et puis très vite on essayait de les sortir définitivement de l'abri, parce que l'abri ne peut comporter qu'un nombre limité de lits, malgré les champs lits qui étaient mis dans le couloir central, et ces blessés étaient évacués dans des maisons à la campagne ou dans des maisons rurales. Le système fonctionne très bien, puisqu'en fait l'organisation qui a été mise en place s'avère efficace. Les tours de garde des médecins sont assurés correctement, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et malgré les moyens de fortune, les équipes médicales vont travailler dans des conditions, on pourra le dire, relativement saines, malgré l'urgence et malgré la pénurie de soins, et surtout l'organisation mise en place va faire qu'on va pouvoir traiter correctement les blessés qui sont amenés. Il n'y a pas de débordement qu'on pourrait l'imaginer. Le siège du Havre, qui a débarré à peu près le 2 septembre, puisque les Alliés sont au port du Havre, tout de suite les Alliés vont se confronter au problème donc, de cette forteresse dans laquelle il va falloir pénétrer, bien sûr, sauf capitulation du colonel allemand, ce qui n'est pas le cas. Et le premier bombardement a lieu le 5 septembre. Il touche le centre-ville qui est situé juste à côté de là où nous sommes actuellement, entre 18h et 20h. Malheureusement, le 5 septembre, on inaugurait notre cave du Guillaume Tell. C'était notre première réunion. On était sur les hauteurs, on a vu les avions arriver, les balles traçantes lancées. Bon, on savait que ça allait toucher par là. Donc, moi, je suis restée, on est resté avec mes parents, on était rue de l'Épargne. Ma mère est descendue à la cave, on est descendu gentiment avec elle un petit moment. Et ça, c'est une petite anecdote particulière. Mon père trouvait le moyen de sortir dans le jardin, pincer les tomates pour qu'elles ne poussent pas. Et je sortais avec et ma mère était folle. Bon, et puis, après, on est remonté dans la maison. Et puis là, j'ai dit à mes parents, il faut que je redescende. Et c'est là que j'ai pris mon casque et je suis partie à pied à l'hôtel de ville. Et après, le désastre qu'on a vu. Mais moi, j'ai vu tous les immeubles partant de la place Thiers jusqu'à l'hôtel de ville qui étaient debout. Le feu n'avait pas encore pris par là. Ça brûlait au début auprès de la mairie, mais ça ne brûlait pas par là. Moi, j'ai vu tout debout. Le lendemain, il n'y avait plus rien, tout brûlait. D'ailleurs, quand je suis partie, on sentait le feu qui avançait dans les rues, on entendait exploser, je ne sais pas trop quoi, mais c'était... Ça, c'est une vision que j'oublierai jamais, d'arriver sur la place de l'hôtel de ville, les armes, et ne pas pouvoir traverser par les trous
pour aller jusqu'à Guillaume Tell, où on avait notre réunion, et savoir que ma sœur y était. Et le 6 septembre, eh bien, c'est autour de la partie est du Havre d'être bombardée, en tout cas les Acacias, le plateau d'Applemont, qui est situé, dans lequel est situé l'abri chirurgical du Bois-Caudy, qui lui va prendre le relais, bien sûr, pour cette partie. Alors, comment ça se passe ici à l'abri chirurgical? Bien sûr, les blessés sont acheminés par les équipiers qui les transportent dans les postes primaires. Tous les postes de secours sont anéantis puisque toute la ville est rasée et finalement donc ces postes de secours intermédiaires ou primaires qui étaient destinés à faire un premier tri et prodiguer les premiers soins aux blessés, eh bien les blessés vont être acheminés ici à l'hôpital dans un bâtiment qui n'existe plus où est situé actuellement le parking à l'extérieur. Ces blessés sont acheminés ici pour être entre guillemets triés. Et les blessés donc, sont ensuite amenés à l'intérieur de l'abri pour pouvoir être hospitalisés, en tout cas traités au niveau médical. On était tous des gamins et quelquefois la gaieté reprenait le dessus et ça nous arrivait aussi sur des chantiers de déblayer. Il fallait voir dans quelles conditions on déblayait. On n'avait pas de gants, on n'avait rien, on déblayait à main nue. On n'avait pas de protection sur la bouche. Maintenant, on vous interdirait de faire ce qu'on faisait nous. Mais bon, on l'a fait sans. Je pense que quand la jeunesse est là, rien ne l'arrête et qu'elle peut très facilement se dévouer sans. On n'avait pas l'impression qu'on faisait quelque chose d'extraordinaire. On avait l'impression que c'était tout à fait normal ce qu'on faisait. Alors bien sûr que. Après, on réalise on a échappé, on ne sait pas pourquoi. On avait certainement une bonne étoile au-dessus de tout. Mais c'est vrai que ça a été des moments durs et qu'il faut espérer que ça ne se reproduira jamais. Ça, c'est plus difficile. Mais enfin, on peut toujours le souhaiter. Après la libération, les Alliés vont évacuer les personnes qui sont à l'intérieur des abris pour cette fois-ci, les amener dans les bâtiments de l'hôpital, puisque cette fois-ci l'hôpital peut servir. Il y a également l'hôpital allemand qui a été lui-même capturé, donc intact, et qui va prendre le relais de tous ces abris chirurgicaux qui vont être vidés, nettoyés et aseptisés quand même. C'est la raison pour laquelle vous avez ces panneaux qui sont stockés dans une des pièces de l'abri chirurgical. Vous verrez zone infectée avec une tête de mort. C'est pour uniquement interdire l'accès à quiconque à l'intérieur de ces abris au risque d'être, j'allais dire, infecté. Et il y a également la présence de ces bonbonnes que vous verrez à l'intérieur, dans lesquelles était du produit désinfectant pour pouvoir, bien sûr, assainir l'ensemble de cet hôpital. En fait, la défense passive a continué après la guerre. Elle n'a plus l'appellation de défense passive, mais est devenue ce qu'on appelle la sécurité civile. Et il y a d'ailleurs un truc qui est assez important, c'est que pendant l'entre-deux-guerres, on réfléchissait comment mettre la population contre les attaques au gaz. Et après la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, il y a les services de l'ancienne défense passive qui réfléchissent comment mettre la population s'il y avait des attaques atomiques. Donc c'est pareil, c'est surtout sur Paris ça, on commence à construire des abris contre les retombées des bombardements atomiques. Après, les différents abris, la plupart ont été oubliés. Pour certains, ça a servi de débarras, d'autres ont été embouchés. On a juste la chance, nous, d'avoir l'abri chirurgical qui a été sauvé par une association havraise. Mais sinon, la plupart des abris de la défense passive n'existent plus ou sont oubliés. L'abri chirurgical va rentrer dans une longue période d'oubli jusqu'à à peu près 1990, quand j'ai commencé mes recherches sur la défense passive et sur les différents bunkers, hôpitaux allemands et également dans le cadre de mes recherches sur les abris. J'ai à cette époque-là enregistré et interviewé quasiment les derniers survivants, médecins, infirmiers,
secouristes, mais également qui ont travaillé à la défense passive, mais qui ont également travaillé dans l'hôpital allemand. Et c'est grâce à leur témoignage que j'ai pu mettre en œuvre un livre qui a été publié en 1992. Et ce livre, qui s'appelait Les abris sanitaires civils et allemands, a été en quelque sorte un électrochoc, puisque ça a permis de réveiller la conscience des Havrais, qui se sont dit, mais c'est vrai que l'on n'a jamais parlé de cette période, en tout cas cette période qui a été longtemps occultée, cachée, dont on ne voulait plus parler. Eh bien, ça a un petit peu réveillé tout le monde. Et d'ailleurs, le livre, à juste titre, avait un second titre qui m'a énormément plu, qui s'appelait « La mémoire enfouie ». Et cette mémoire enfouie, elle a été remise à jour. Et ça a été très bien, puisque ça a été le déclencheur de tout un tas d'initiatives, dont la convention que nous avons signée, nous, association, en Mémoire et Patrimoine 1939-1945, en 1994, donc il y a maintenant 23 ans, avec l'hôpital, enfin le groupe maintenant hospitalier du Havre, à qui on doit une fière chandelle, au passage, eh bien, nous a permis, nous, association, de déblayer cet abri qui était resté encombré de tout un tas de matériel, puisque c'était un dépôt, on va dire, qui a été oublié pendant des années, et nous a également permis de restaurer l'ouvrage en y apportant l'électricité, c'était le point le plus fondamental, et puis donc, bien sûr, de remettre des portes, de réinstaller, rééquiper cet ouvrage pour le rendre accessible et visitable. Et l'inauguration a été faite en 1995, grâce, encore une fois, au concours de l'hôpital. Et vous verrez à l'intérieur des photos, puisque cette inauguration a été marquée par la présence d'anciens, tout simplement. Alors je voudrais remercier au passage, évidemment, tous les membres de l'association qui, chaque année, et puis depuis de longues années d'ailleurs, œuvrent à la restauration de l'abri, mais également à tout ce qui est animation lors des Journées du patrimoine, lors des visites que l'on fait avec Ville d'Art et d'Histoire. Donc vous voyez que l'on essaie, à travers ce travail, de montrer au public actuel ce qu'a été cette époque, en particulier comment les Havrais se sont trouvés pris dans un étau, enfermés dans cette forteresse, entre les Alliés à l'extérieur, les Allemands à l'intérieur de la forteresse, et tous ces combats qui ont été dévastateurs pour la ville et bien sûr très meurtriers pour la population. Dans l'horreur de la mort et de la destruction à grande échelle, dans l'enfer du Havre, dans les décombres de cette ville tant aimée, alors que les corbeaux dévastateurs de la guerre s'en retournaient vers leurs pays respectifs, laissant derrière eux l'un des plus vastes champs de ruines du pays, les pauvres goélands marins du Havre se sont retrouvés sans nid, sans abri, les ailes brisées. Mais sous ce nuage de cendres, sous l'épaisse fumée du brasier du Havre, dans les ténèbres de cette époque devenue folle à nouveau, certains ont trouvé un refuge. Ils y ont trouvé un rayon de lumière qui avait percé l'épaisse couverture de poussière et de braise. C'est au cœur de cet abri souterrain, dans le ventre de notre côte, berceau de notre Havre premier, que des hommes et des femmes se sont battus pour la vie, pour l'entraide, pour l'humanité. Ces héros, ce sont les infirmières et les religieuses qui n'ont jamais baissé les bras face à la détresse terrible des blessés. Ce sont les médecins qui ont opéré sans relâche. Ce sont ces équipiers et équipières qui ont balayé les décombres pour sauver la vie qui pouvait y avoir subsisté. Ce sont ces brancardiers, ou encore ces simples citoyens, souvent anonymes, qui mériteraient une statue, eux aussi aujourd'hui. Plus qu'un simple abri sanitaire, c'est probablement l'un des derniers bastions, l'un des derniers retranchements des Havrais, alors que le feu tombait du ciel. S'il est un lieu propice au souvenir de ces événements, à la mémoire collective, au recueillement, c'est bel et bien notre abri. Aujourd'hui, c'est un lieu de transmission de la mémoire, un lieu où nous pouvons apprendre, presque toucher la terrible réalité de ces événements passés. Mais si les corbeaux de la guerre se sont envolés loin du Havre il y a longtemps, il ne faut pas croire qu'ils ne reviendront pas. C'est notre devoir, à nous, jeunes générations, de ne pas oublier, de ne pas perdre la mémoire de nos aînés, de faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui n'aient pas à prendre le fusil demain, ou encore qu'ils n'aient pas à faire eux-mêmes pleuvoir le feu sur d'autres petits oiseaux marins, loin d'ici. À nous de ne pas faire revenir les corbeaux de la guerre.
jamais bu autant de limonade. Bon, eh ben ça y est, c'est fini pour ce dossier. Et on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a bien plu, on a passé un bon moment. Et oui, on aurait quelques remerciements à faire. Évidemment, toujours. On aimerait remercier Monsieur Dubosc qui a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de l'abri et de nous éclairer un petit peu sur quelques points qui étaient encore un peu obscurs pour nous. De manière générale, en fait, l'association Mémoire et Patrimoine, dont tous les membres que nous avons rencontrés sur le site nous ont accueillis, ont été volontaires, se sont vraiment prêtés au jeu avec nous et nous ont dévoilé des secrets de cet abri qu'on n'aurait jamais imaginé. Enfin, c'était vraiment passionnant. Merci à vous tous. On aimerait remercier Madame Bortevici Oui, merci beaucoup Madame. Parce que, pour son témoignage. Oui, ce témoignage, je pense qu'il est nécessaire. Je pense que les générations de jeunes à Havrais ont besoin d'avoir des échos de cette période. Merci beaucoup Madame. On a également Clotilde et Tipierre à remercier, ainsi que tous leurs amis qui sont venus nous filer un coup de main sur toute cette partie de reconstitution que vous avez pu voir. Ça va être difficile de faire la liste de tout le monde, mais en tout cas, merci beaucoup à vous tous, parce que sans vous, il n'y aurait pas eu de dossier. Voilà, merci beaucoup. On remercie également l'association Estonia, qui a... Merci David Mailly. Voilà, merci à David Mailly et merci à l'ensemble de l'association Estonia pour tous les documents qu'on a pu venir filmer sur la défense passive. Sur la défense passive. On aimerait remercier infiniment le Café des Calais qui nous accueille donc ce soir pour le tournage de cette dernière partie. De cette conclusion. Voilà. Donc c'est un café ludique qui a ouvert il y a à peu près 1 an sur le Havre et c'est vraiment un lieu super chouette. Voilà, ils sont super accueillants et c'est situé du côté du cours de la République, c'est rue de Turenne. Voilà, donc c'est pas très loin de la fac et du conservatoire. Voilà. Je sais pas. Je pense qu'on a fait le tour. On oublie toujours quelqu'un, mais... ça c'est sûr. On aura forcément oublié quelqu'un. On est désolé par avance. Bon, alors... On s'en excuse par avance. Et la suite. Et la suite, un plus gros dossier. Voilà, très important, très gros. Qui celui-là risque de nous prendre pratiquement toute l'année 2018 pour la préparation. Oui, c'est ça. Tout le travail exécutif. Dans les grandes lignes, on voudrait qu'il dure à peu près 52 minutes, que ce soit un format... Oui, c'est ça, télévision, quoi, si je dis pas de bêtises. Un format télé, dans l'idéal. Dans l'idéal, ce sera un format télé. Ça ne veut pas dire qu'on va le passer à la télé, mais un format télé, une petite subtilité. Et on aimerait que ça soit un travail collaboratif. Complètement, ouais. Et l'aspect collectif de ce petit dossier, de ce gros dossier. Que ni toi ni moi ne soyons seuls en fait à concevoir la mise en scène, la mise en image de ce dossier. Alors il y a effectivement le sujet est déjà plus ou moins défini, parce que rien n'est jamais fixé, tout peut bouger. Néanmoins, j'ai commencé à faire quelques petites recherches. Voilà, c'est les seules choses dont moi je vais prendre la charge. Par contre, pour tout le reste, on va travailler avec tous nos copains et les copains des copains et les copains des copains des copines. Oui, voilà. Il y a aussi les oui, il faut pas les oublier. C'est vrai. En tout cas, elle ne nous oublie pas. Et donc, on va essayer de faire un travail vraiment collectif et on va tous travailler ensemble pour essayer de faire quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble en tout cas à ces liens d'amitié qu'on a pu tisser tous ensemble. Voilà. On vous dit à la prochaine. À très bientôt. Pour un prochain dossier du Havre Secret. Salut les curieux, les curieuses. Salut tout le monde.